Chers compatriotes, c'est avec une certaine forme de regret que j'ai décidé aujourd'hui même de rompre le silence. Vous aurez remarqué que je me suis tu depuis bientôt près de 2 ans parce que j'avais décidé de manière purement volontariste, je dis bien volontariste, de laisser le temps jouer son rôle, de faire son travail d'élagage, son travail qui consiste à affirmer de manière nue les vérités que parfois, dans les moments de fanatisme, certains ne veulent pas comprendre. Et parfois, quand la cacophonie se fait trop virulente, quand les gens vont dans tous les sens, parfois, il vaut mieux se taire, parce qu'une fois que vous avez parlé, vous avez donné tous vos arguments, à chacun d'en faire ce qu'il veut. Et à ce moment-là, vous vous taisez et vous laissez le temps faire son travail. Je veux pour cela citer Laurent Gbagbo, qui avait dit à l'époque que le temps est un autre nom de Dieu. Parce qu'au final, il y a toujours ce qu'on appelle le jour du jugement dernier, qui n'est pas une question d'après-vie, mais en réalité, d'établissement des vérités suprêmes sur lesquelles les actes des uns et des autres peuvent être jugés de notre vivant. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Quels actes posez-vous en tant qu'humain de votre vivant qui puisse faire que l'on vous reconnaisse? Cet élan de moralité humaine qui, finalement, constitue la base de ce qui construit la cité, la société des hommes. Donc je dis que c'est avec regret que je reprends la parole pour parler de 2 choses importantes ici, en fait. 2 choses qui relèvent d'une certaine forme d'arrogance de la part d'un monsieur qu'on appelle André Boissat, qui, par ses actes d'indignité, me force aujourd'hui à rompre le silence et finalement à parler non seulement de lui, mais aussi de Jean de Dieu Moukani Iwangu. Je le regrette parce que il n'était pas dans mes intentions de me prononcer ni sur Jean de Dieu Moukani Iwangu, ni sur quelqu'un d'autre, parce que finalement je me suis lassé de parler de ce que font les autres. Il y a dans l'acte de M. Iwangu, Moukani Iwangu, une certaine forme de prédictibilité que moi, qui ne m'étonne pas, je m'y attendais. Ce que moi je sais de M. Jean de Dieu Moukani Iwangu ne m'a pas prédisposé à l'étonnement. Donc je n'avais aucune intention de me prononcer dessus parce que, en fin de compte, c'est de la salive perdue. Il se trouve que dans sa tentative de promouvoir l'acte de M. Moukani Iwangu, André Boissat, auquel je n'avais pas parlé depuis très longtemps,
J'allais même dire que depuis 2015, je me refuse généralement à prendre ces appels. Parce que je sais le type de personnage qu'il est. J'ai moi-même subi ces arnaques. Et donc, quand Boissa m'appelle, dès que je vois que c'est lui, je ne réponds pas, généralement. Il s'est trouvé que cette fois, après avoir vu que, bon, tant de temps était passé, et que peut-être l'homme s'était assagi, qu'il avait mûri dans sa manière de penser et de faire, que peut-être que pour une fois, je pourrais me plier à l'écouter. Mais je ne savais pas que le monsieur venait en fait sonder ma pensée sur ce que je pensais de Mukanye Iwangu ou de son revirement pour aller ensuite faire une vidéo dans laquelle il fait croire au monde que je cautionnerais l'acte de monsieur Mukanye Iwangu. Mais bon sang, ceux qui me connaissent savent très bien que ce genre d'acte-là ne peut que m'incommoder. Mon silence sur les affaires gabonaises depuis, j'allais dire près de 2 ans, a peut-être fait croire à ces gens-là que Mengara avait peut-être abandonné le combat, qu'il était fatigué, qu'il était peut-être de la trempe d'un Mukanye Iwangu. Mais je crois que M. Boissa s'est trompé. M. Boissa s'est trompé de personne. Je ne suis pas Mukanye Iwangu, moi, bon Dieu. Je suis un enfant de Mekari Sangbam à Mimvul, là où se fomente le Ngol. Et M. Boissa ose venir me provoquer dans mon silence, dans mon recueillement, alors que je n'avais aucune intention, aucune, de me prononcer sur le cas Mukanye Iwangu. Je me sens aujourd'hui obligé de le faire, en tant que démenti, parce que dans la vidéo de M. Boissa, où lui-même reconnaît me citer à la 13e minute, il laisse entendre des choses qui ne ressortent aucunement de notre conversation. La première est qu'il est fait croire que je cautionnais, plus ou moins, que j'aurais décidé de ne pas me prononcer. Et dans le sillage de cette justification, il cite le sénateur Ogonungema d'Oyem, dans un élan, j'allais dire maladif, consistant à faire croire que moi, Mengara, je cautionnerais le revirement de M. Mukanye Iwangu. Mais dans un deuxième temps, il dit que j'aurais même dit que je serais prêt à attendre de rencontrer M. Iwangu avant de me prononcer. Mais bon sang! Quelle virgule faut-il interpréter dans l'acte de M. Iwangu? Il me semble que c'est un acte évident. M. Iwangu s'est plié à la volonté d'Ali Bongo. Il a décidé d'adhérer au système Bongo, auquel il appartient désormais, sur base de cette adhésion. Quelle virgule faut-il interpréter? Quelle attente faut-il s'imposer pour dire « Oh, je vais d'abord écouter de sa propre bouche ». Mais c'est évident, il a rejoint le régime. Et dès qu'il a fait ce geste, il n'est plus de l'opposition. Et dès qu'il a fait ce geste, il devient un bongoïste automatiquement. Et Daniel Mengara ne traite pas avec les bongoïstes. Donc sur quelle base aurais-je besoin d'attendre d'aller écouter ce que M. Iwangu a à dire, alors que sous mes yeux, son acte est évident et ne s'accommode d'aucune interprétation? Je vais revenir tout à l'heure sur, j'allais même dire, l'indécence qui découle de cet acte, surtout sur la base des explications, j'allais dire presque insultantes pour le peuple gabonais, qui sont données à la fois par André Boissa et M. Mukanye Iwangu lui-même. Donc aujourd'hui, je suis obligé, parce que j'y suis forcé, de me prononcer sur le cas Mukanye Iwangu à cause de la maladresse, de l'arrogance, et j'allais dire de la mauvaise éducation d'André Boissa. Et je le fais surtout parce que
Je lui ai demandé d'enlever sa vidéo ou alors de la modifier pour enlever la partie où il mentionne mon nom et où il fait croire que je cautionne ses affaires avec Moukanyi Iwangu. Mais seulement, le monsieur saoule tellement le CFA qu'il attend de recevoir dans ses arnaques habituelles de Moukanyi Iwangu qu'il ne s'est pas permis d'obtempérer. D'où donc mon intervention d'aujourd'hui. Donc, si M. Moukanyi Iwangu trouve à redire par rapport à ce que je dis, ou que je vais dire, il n'aura qu'à s'attaquer à André Boissa, parce qu'en réalité, c'est à lui que profite ce crime. Et pour faire un démenti qui soit à la fois conforme et corresponde à l'affront qui m'a été fait, à l'indignité qui m'a été faite, d'aller me mêler à des affaires bongoïstes, des affaires sales, ben, il n'aura qu'à décider s'il veut garder André Boissa dans son univers, puisque qui se ressemble généralement s'assemble, ou s'il veut laisser Boissa continuer à saouler les bongos CFA qu'il attend d'Iwangu, puisque nous savons tous que c'est de cela qu'il s'agit. Nous savons qui est André Boissa. J'ai moi-même été plusieurs fois victime de l'arnaque de M. Boissa aux États-Unis. Qui ne le connaît pas aux États-Unis ici pour son arnaque? La première fois que j'ai connu André Boissa, c'était dans le sillage des activités politiques que j'ai essayé d'organiser ici aux États-Unis et qui nous ont amenés en 2010 à nous retrouver à Washington pour une marche. Je crois que c'était pour le cinquantenaire de l'indépendance du Gabon. Une marche que nous avions organisée à Washington. Et lors des préparatifs, M. Boissa m'approche au téléphone pour me dire, écoutez, M. Mengara, d'abord il me raconte une histoire à dormir debout. Comme quoi, oui, ouais, il manie des 500 000 $ parce que c'est un vendeur d'avions ici aux États-Unis. Donc il me raconte tout un tas de tralala d'abord pour gonfler son statut. Oui, moi j'ai manié. Je dis, ah bon, ben M. Boissa, c'est bien ça, parce que vous êtes donc un exemple pour les Gabonais. Donc je m'émerveille en disant, ben voilà un monsieur qui va servir d'exemple puisqu'il aura réussi aux États-Unis. Moi, Daniel Mengara, je ne suis qu'un simple prof d'université ici au New Jersey. Je n'ai jamais vu la couleur de 100 000 $ cash ou les manier comme ça. Voilà. Bon, j'ai dit, bon, écoutez, puisque vous vous êtes riche, c'est bien, ça donnera cet exemple pour les jeunes qui fera qu'ils comprennent que vous vous engagez en politique parce que vous aimez vraiment votre pays. Je m'étonne alors que M. André Boissa me sorte une histoire où il me dit « Oh, docteur Mengara, vous savez, voilà, j'ai en fait besoin que vous m'aidiez. Si vous pouviez me donner un peu d'argent pour le voyage de Washington, parce que voyez-vous, j'ai dépensé tout mon argent à soutenir la campagne de Pierre Mamboudou. En fait, si vous voyez, à la dernière élection présidentielle et tout ça, c'est moi qui ai financé la campagne de Pierre Mamboudou. Je dis, évidemment, dans ma tête, je me dis, voilà un homme qui me prend pour un imbécile. Hein? Donc, vous voulez me dire qu'en tant que chef de famille responsable, parce que vous soutiendriez la candidature de Mamboudou, vous allez donc tout lui donner au point de ne même plus pouvoir payer votre maison, au point de ne plus même pouvoir nourrir votre famille, au point de manquer de quelques dollars qui vous permettraient par exemple d'acheter de l'essence depuis Raleigh en Caroline du Nord jusqu'à Washington. Moi, ça m'a un peu étonné, puisque voilà, dans la même foulée où il me disait qu'il brassait des 500 000 $, comment quelqu'un qui brasse des 500 000 $ va-t-il manquer de 500 $? Donc, il me demande de lui prêter, je dis bien prêter, 500 $. Et il me dit qu'en fait, il attend, parce que c'est son langage, il attend des rentrées pour la semaine d'après, parce qu'il y a 250 000 $ qui va lui arriver d'un deal qu'il a fait dans sa vente d'avion. Bon, évidemment, je ne suis pas idiot. Je comprends bien le contraste choquant qu'il y a entre quelqu'un qui tantôt vous vantait de brasser
des centaines de milliers de dollars et qui tout d'un coup manque de quoi aller payer sa chambre d'hôtel à Washington. Ce contraste ne m'a pas échappé. Tout comme ne m'a pas échappé la grossièreté qui consistait à dire que c'est lui qui avait financé la campagne de Pierre Mamboundou de 2009. Lui, et personne d'autre. Lui, André Boissa. Et qu'à cause de ça, il s'est retrouvé sans argent. Et donc, évidemment, il me dit que la semaine d'après, il me rendrait mon argent. Bizarrement, la semaine d'après, Boissa a disparu. André Boissa a disparu la semaine d'après. Évidemment, bon, je ne l'ai pas recontacté, j'ai laissé faire. Et puis un jour, il m'écrit un email pour dire, bon, docteur, voilà, je vous rendrai, j'ai pas pu le faire parce que l'argent que j'attendais n'est finalement pas arrivé, mais il va arriver d'ici 2 semaines, voilà, donc patientez. Je patiente. Mais je puis vous dire, chers amis, que nous sommes aujourd'hui en 2018. L'argent, les 500 $ lui avaient été donnés en 2010, août 2010. Ça fait 8 ans qu'un monsieur qui se dit grand vendeur d'avions aux États-Unis n'arrive pas à rembourser. Mais ce n'est pas tout, parce que finalement, il me doit aujourd'hui près de 800 $. Pourquoi? Parce que nous avions par la suite préparé en 2011 une réunion au New Jersey, à laquelle même Bruno Ben Mumbaba est venu. Et Boissa me refait le même manège. Oh, docteur, pouvez-vous me prêter de l'argent et tout et tout? J'ai dit à M. Boissa, non, je ne peux plus rien vous donner puisque vous n'avez pas déjà pu me rendre les premiers 500 $. Mais comme Landry Amian Washington me doit 300 $ qu'il m'avait aussi emprunté pour la même occasion à Washington, puisque les deux apparemment avaient des problèmes d'argent à cette époque-là, M. Amian ne pouvait pas rentrer en Floride. Donc il m'a demandé de lui prêter de l'argent pour acheter un billet d'avion. Bon. J'ai dit, comme M. Amian me doit à peu près 300 $, bon, je vais lui demander s'il peut vous les donner, comme ça il éponge sa dette envers moi, mais je ne peux plus sortir un nouvel argent pour vous donner. Donc il se trouve que M. Amian avait des fonds à cette époque, donc il a transféré l'argent qu'il me devait à M. André Boissa. Donc André Boissa me devait maintenant près de 800 $. Seulement, nous nous étonnons que quand il arrive au New Jersey, M. André Boissa n'arrive plus même à louer une chambre d'hôtel. Il passe du temps à table à discuter de je ne sais pas quel deal et finit même par ne pas aller dormir parce qu'à l'hôtel où M. Mubamba est allé, on nous dit qu'il était carrément assis au lobby attendant soi-disant des virements d'argent qui n'allaient pas venir. Alors que les 300 $ qu'on lui avait donnés étaient supposés payer sa chambre d'hôtel et l'essence éventuellement. Et le pire, c'est que après les meetings, au moment où lui et M. Mubamba devaient repartir, M. André Boissa se retrouve coincé dans le parking de mon université pour 12 $ qu'il n'arrivait pas à payer. Il vient me demander d'aller les délivrer pour payer les fameux 12 $ dans la machine du parking parce qu'il n'avait rien. J'ai dû donc payer ça. Je crois que j'avais rentré quelque chose comme 20 $ et je lui ai donné même la monnaie. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Et ce qu'il nous dit après, c'est que les 300 $ qu'on lui a donnés, il a donné une partie à sa femme. J'ai dit, mais bon sang, M. Boissa, vous avez donné quoi à votre femme? Puisque nous, quand je vous donne cet argent, c'était pour vous aider à venir pour les affaires du meeting. C'est pas quand même avec ça que vous nourrissez aussi votre famille quand même. Ça n'a pas de sens. Vous parlez de vendre des avions et vous êtes obligé de venir dormir dans le lobby d'un hôtel au New Jersey. Et vous êtes obligé de donner les 300 $, une partie des 300 $ qu'on vous a donné à votre femme. Mais ça a quel sens ça? Donc vous comprenez que ce monsieur Boissa, moi, la raison pour laquelle justement j'évite tout contact avec lui, c'est parce que à chaque fois que j'ai été en contact avec M. Boissa, il y a toujours eu une arnaque derrière cela. Derrière cela. La dernière qui, moi, m'avait totalement fait couper les ponts. C'était en 2015 quand la délégation gabonaise est venue aux États-Unis ici avec Mukanyi Wangou. À l'époque, on planifiait dans le cadre de ce qu'on faisait dans le groupe qu'on appelait l'Amérique du Nord. On planifiait éventuellement de faire venir
Moukanyi Iwangu. Ça, c'était à l'époque où on croyait qu'en tant qu'héritier de l'UPG, il était forcément de la trempe radicale. Et nous essayons de l'amener à faire un travail sérieux sur la préparation d'une éventuelle révolution au Gabon, qui aurait donc associé moi, M. Bengonossi et M. Jean de Dieu Moukanyi Iwangu. Mais André Boissa a tout fait pour empêcher que M. Moukanyi Iwangu ne vienne au New Jersey. Donc, il y a eu plein d'échanges d'emails à ce propos, où on s'est engueulé. J'ai dit à M. Moukanyi que bon, je ne voudrais pas être associé aux affaires de M. Boissa. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'au moment où moi et M. Bengonossi, on se rend à Washington, donc on a fait, en fait, vous avez dû suivre une conférence de presse à 3, où il y avait donc M. Moukanyi Iwangu, moi-même et M. Bengonossi, nous nous sommes exprimés à cette époque-là. Et M. Boissa m'approche quand même pour dire, oh, si on peut aider à payer la chambre de M. Iwangu. Je dis, mais on va payer la chambre de M. Iwangu, pourquoi? Il est venu aux États-Unis sur la base de ce qu'il a dit lui-même, la convocation par le département d'État. Il n'est pas venu sur notre invitation, puisque nous, on l'avait invité à l'époque, il nous a fait faux bon. Il nous a donné plein de raisons bizarres pour ne pas nous donner une réponse affirmative. Donc, nous, on a dit, bon, ok, c'est pas grave, on travaillera avec Bengonossi. Et c'est ce qu'on a fait. Tout le monde l'a vu sur Internet. On s'est contenté de travailler uniquement avec M. Bengonossi. Donc, quand Iwangu est à Washington, il n'est pas là-bas au compte de Daniel Mengara ou de l'Amérique du Nord. Il est là-bas parce qu'il y a été convoqué par le département d'État. Et en empêchant Iwangu de venir à nous, au New Jersey, si Iwangu était venu au New Jersey, ça aurait été à notre charge. On aurait payé l'hôtel et tout le reste. Mais dès lors que Boissa a tout fait pour le garder avec lui, pour l'amener même en Caroline du Nord, où il disait qu'il y avait des Gabonais qui voulaient lui donner de l'argent et tout ça, bon, nous on a dit c'est votre charge. Donc j'ai donné une fin de non-recevoir à cette requête de payer la chambre de M. Iwangu à Washington. Parce qu'après son séjour avec le département d'État, il n'était pas à notre disposition, il était à l'entière disposition d'André Boissa. Ça, rien à faire. Mais bizarrement, dans le sillage même du séjour de M. Iwangu à Washington, M. Boissa se permet d'appeler des Gabonais pour dire « Oh, Iwangu aurait perdu sa valise lors du voyage, il n'a pas d'habit, donc il est allé demander aux gens de lui donner $12, $20 pour acheter une chemise à M. Iwangu. » Bon, évidemment, moi je me suis encore étonné. Je ne citerai pas la personne qui m'a appelé, parce que cette personne a été approchée par André Boissa directement pour demander $12 ou je ne sais pas quoi, soi-disant pour acheter une chemise à M. Iwangu. Bon, moi ayant reconnu l'André Boissa habituel, j'ai dit, bon, c'est à vous de vous débrouiller avec ça là-bas, parce que moi, je le connais tellement que c'est encore une arnaque. Voilà un type qui dit vendre des avions. Comment peut-il se retrouver incapable donc de payer une chemise à Iwangu à $12? C'est insensé, c'est indécent, ça brûle le cerveau. Donc vous comprenez pourquoi depuis près de 3 ans, je veux dire depuis pratiquement 2015, j'ai coupé contact avec André Boissa. Je vois parfois qu'il essaie de m'appeler. Quand je vois son nom, je dis non. Mais après tant de temps, je me suis peut-être dit, bon, après tant de temps, il est possible que M. Boissa ait mûri. Peut-être qu'au moins depuis 2015, 2016, bon. Et je fais donc l'erreur de cette fois répondre à son appel. Et le résultat était immédiat. Automatiquement, il est allé citer mon nom dans cette fameuse vidéo qu'il a postée sur Internet pour justifier ce que j'ai appelé l'injustifiable, pour défendre ce que j'ai appelé l'indéfendable. Qu'est-ce que moi j'ai à faire des affaires de Moukanyi Iwangu entrant dans le gouvernement d'Ali Bongo? Bon sang, moi Mengara, c'est bien moi. Est-ce que M. Boissa a oublié qui j'étais?
par 6 fois, j'ai refusé de rencontrer les Bongo. Omar Bongo a tenté 4 fois de me rencontrer. Ali Bongo 2 fois, pendant que j'étais au Gabon en 2009. Je n'ai jamais accepté de rencontrer ces personnes. Vous pensez que c'est pourquoi? Et pourtant, si j'avais été comme tout le monde, qu'est-ce qui allait être proposé? Un poste de ministre? Forcément, c'est ce que Bongo fait. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a jamais intéressé. Sinon, j'aurais été ministre depuis très longtemps. Peut-être même Premier ministre dans votre pays. Mais ce que moi j'ai compris du système Bongo, c'est que c'est un système qui vous avale, qui vous enlève votre dignité. Moi, j'ai trop de dignité pour ma personne. Je ne me mêle pas de la saleté des Bongo. Donc, il me semble que M. Boissa se trompe d'adresse. Est-ce qu'il a cru quelque part que j'accepterais qu'il me mentionne dans un sens qui validerait le revirement de M. Iwangu? Un acte que moi je juge, à titre personnel, inacceptable. Mais pourquoi je l'accepterais de quelqu'un d'autre? Donc si je parle aujourd'hui, encore une fois, c'est à cause de cette indignité, de cet affront qui m'a été fait d'aller mêler mon nom aux affaires de Moukanyi Iwangu. Il est important que nous le comprenions. Et cela veut dire que si André Boissa ne m'avait pas mentionné, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler. En train de vous parler de lui. Et de vous expliquer pourquoi en réalité cette affaire, comme on dit au village, a fait tourner mon sang une seule fois. Mon sang a tourné dans mes veines parce que je me suis dit, mais bon sang, il ne changera jamais, ce gars-là. Il est toujours dans l'arnaque. L'arnaque ici, c'est quoi? Il voit que M. Iwangu est nommé ministre. Il change tout ce qu'il dit d'habitude sur l'anti-bongoïsme pour maintenant valider ce que Moukanyi fait parce qu'il sait qu'il va y gagner quelque chose. Il va soutirer à Moukanyi de l'argent. Voilà pourquoi il brûle dans tous les sens. Mais bon sang, gardez un peu de dignité, M. André Boissa. Ça ne doit pas vous brûler autant. Cet élan-là est maladif. Maîtrisez-vous. On peut comprendre que vous vouliez défendre un homme. C'est bien. Mais n'entraînez pas tout le monde dans cette bêtise. Ne salissez pas tout le monde. Moi, Daniel Mengara, je m'excuse du mot, que foutre de ces comportements bongoïstes, de ces convictions à géométrie variable par lesquelles vous dédouanez aujourd'hui ce que hier encore vous condamniez. Mais bon sang, quand Ben Moubamba s'est adonné au même type d'acte, que n'a-t-on dit? Le pauvre Paul Mbabesol, que n'a-t-on dit? Mais si vous condamnez Paul Mbabesol, vous condamnez Ben Moubamba, pourquoi ne pas condamner? Si vous voulez vous exprimer là-dessus, pourquoi ne pas condamner l'acte de M. Iwangu? Les convictions ne doivent jamais être des convictions à géométrie variable. Parce que là, vous devenez des acrobates politiques. Vous sautillez par-ci, par-là comme des sauterelles au gré du vent. Mais un homme qui est assis sur ses convictions, fermement, ne vacille pas comme ça. Quand quelque chose est mauvais, c'est mauvais. La mathématique devrait être très simple. Mal plus mal égale mal. Deux mots ne font pas un bien. Il n'y a pas de mathématique qui dirait que mal plus mal égale bien. Quand on entre dans des raisonnements de cette nature, on aboutit à ce qu'on appelle l'obscurantisme. Et donc, c'est de cela que je vais maintenant parler, de cet obscurantisme. Et puisque M. Boissa m'a poussé à m'exprimer sur l'affaire Iwangu, je vais devoir le faire. Je n'en avais aucune intention, mais je vais être obligé de le faire et de me prononcer dessus. Et surtout, d'élaguer les relents d'obscurantisme.
qui se sont accolés, à mon avis, à cette sortie moukanienne par laquelle on essaie encore d'entuber les Gabonais dans tous les sens. Donc l'entrée de M. Moukani Ouangou au gouvernement, à mon avis, relève de ce qu'on appelle l'obscurantisme. Je vais d'abord être clair. L'acte en lui-même n'est pas ce qui devrait poser problème, dans la mesure où nous reconnaissons tous que chacun d'entre nous est libre de ses actes. Cela, il faut d'abord que nous nous entendions dessus. Chacun est libre de ses actes. M. Moukani est certainement libre de rejoindre Ali Bongo comme il le veut, et Daniel Mengara, par exemple, est totalement libre de ne pas rejoindre Ali Bongo, de refuser de rejoindre Ali Bongo. Ça, c'est une donne qui me semble assez évidente et entendue. Parce que cela relève tout simplement du libre arbitre. Moi, j'ai simplement fait le choix volontariste, idéologique, personnel, moral, de ne point m'associer à tout ce qui est bongoïste. Vous comprenez déjà qu'à partir de là, une équation obligatoire et automatique s'impose. Moukani Ouangou est dans le système bongo. L'adhésion qu'il a faite à ce système, surtout pour servir Ali Bongo, parce que j'y reviendrai tout à l'heure. Parce que quand lui-même dit que nous sommes dans un vide institutionnel et qu'il rend dans ce gouvernement où l'exécutif est en réalité l'autorité de référence au Gabon aujourd'hui et qu'il adhère à cet exécutif, il devient automatiquement un bongoïste. Donc, nous allons décortiquer cette mathématique pour lui ou pour ceux qui ne comprennent pas. Il a parlé de vide institutionnel, mais ce vide a eu pour conséquence d'entériner la suprématie au propre comme au figuré d'Ali Bongo, étant donc désormais, on va dire, l'autorité de référence, puisqu'il n'y a plus d'équilibre de pouvoir, s'il y en a jamais eu au Gabon. C'est que l'exécutif est tout. En s'insérant dans cela, on adhère automatiquement au bongoïsme, donc à Ali Bongo. Je peux donc le dire aujourd'hui, Moukani Ouangou est désormais un bongoïste. La conséquence, c'est donc que quand on soutient un bongoïste, on est soi-même bongoïste. Donc André Boissa est également un bongoïste, puisqu'il le défend, ou il défend aujourd'hui cette entrée-là. Donc deux mots ne font pas un bien. Mal plus mal égale mal. Mal plus mal ne veut pas dire bien. Et c'est important de le dire parce que depuis un moment, il y a une forme d'obscurantisme qui circule au Gabon. Moi, j'ai toujours estimé que la logique, surtout, qui relève de nos convictions, devrait toujours nous amener à avoir des comportements standards qui s'appliquent à toutes les situations. Nos convictions ne peuvent se permettre de varier en fonction des personnes ou des situations, parce qu'à ce moment, ce n'est plus de conviction. Ça devient de simples positionnements. Ce sont des postures et non plus l'affirmation de convictions qui fussent, j'allais dire, inébranlables. Donc, dès lors qu'on s'adonne à l'idée que on adhère aux hommes et non pas aux idées, et non pas aux principes, et que parce que c'est son frère ou quelqu'un de son ethnie, voilà, on change les jugements, on n'est plus digne, réellement, de la confiance des gens. J'estime que si un acte est mauvais, on ne peut pas le valider. Si on a pensé, par exemple, quand Mbaba Sol ou Ben Moubamba rejoignant le système était mauvais, on ne peut pas conclure que l'acte d'Ouangou soit bon. Il n'y a pas de logique à ça. Donc, quand on excuse un acte mauvais par un autre acte mauvais, comme je l'entends souvent, les gens disent parfois, oh, bon, comme Moubamba l'a fait, ben, pourquoi on devrait condamner Ouangou? Mais non,
on doit les condamner tous les deux si on pense que l'acte est mauvais au départ. Et cela s'étend même à d'autres situations au Gabon aujourd'hui. Dans le cas de ce que j'appelle des convictions à géométrie variable, on en voit comme ça qui se passe encore un peu partout. On voit des Gabonais se disputer sur Facebook sur le fait que tel a dit telle bêtise, le premier, donc ça veut dire que quand une autre personne le dit après, le premier avait raison. Mais enfin, ce n'est pas logique. Il faut repartir à la base. Si la bêtise que quelqu'un a dite en premier est mauvaise, on ne va pas en faire un héros parce que quelqu'un d'autre a dit la même bêtise. Du coup, on a vu après l'hécatombe de 2016, des gens commençaient à dire, oh, bon, tel a dit qu'il vaut mieux dialoguer, tel a dit qu'il vaut mieux participer au forum de Ali Bongo, le premier. Alors comme il a dit le premier et que tel le dit en second, donc c'est le premier qui avait raison et tout d'un coup, blablabla, on va un peu dans ça comme des moutons en positionnant désormais ces actes hautement nocifs comme des actes positifs qu'il fallait émuler, qu'il fallait soutenir. Mais bon sang. Et on voit des gens se disputer dans tous les sens. Oh, tel a dit ça en premier, donc les autres ne font que suivre, donc tel avait raison. Mais non, si ce que la personne a dit en premier, par exemple, si vous pensez que rejoindre le système Bongo est mauvais, si vous pensez qu'un dialogue avec Ali Bongo est mauvais, que tel ou tel l'ait dit en premier ne change pas la nature du problème. C'est toujours mauvais. Vous ne devez donc pas faire de quelque chose qui est mauvais une valeur quand même. Ce n'est plus de la moralité. Donc ces positionnements à géométrie variable sont en réalité ce qui pollue toute possibilité de changement au Gabon. Parce que si les gens ne sont pas suffisamment stables sur leurs convictions, objectifs, sur l'idée que si l'objectif est qu'on n'aime pas Ali Bongo, qu'on veut la destruction de son régime, le départ d'Ali Bongo, tout ce qui se prononcerait en faveur de consolider ce régime, ou qui rejoindrait ce régime, ou qui s'accommoderait du diktat que nous subissons depuis plus de 50 ans, ben mes chers amis, il faut être cohérent. Si c'est mauvais, on doit continuer à dire que c'est mauvais. Quelle que soit la personne, même si c'est votre propre frère, votre propre sœur, on doit dire que c'est mauvais. Donc, cet obscurantisme qui malheureusement pollue nos cerveaux, nos pensées, nos manières de faire, continuera à accommoder le régime des Bongo, dans la mesure où, tant qu'il y aura des gens pour dire « Oh, il vaut mieux discuter avec Bongo », dans cet élan d'abandon, de combat, j'allais dire. Et tant qu'il y aura des gens pour dire « Oh, mais oui, il a dit en premier, donc on doit le soutenir », moi je dis « Non, vous avez, par ces actes de soutien à des mensonges, à des actes inacceptables, compromis vous-même la possibilité de changer le Gabon. » Il faut plutôt rejeter ces gens-là, leur dire « Écoutez, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Continuez votre chemin où vous voulez et nous, on va ailleurs. » Donc, tout ceci pour dire que l'acte d'Iwangou lui appartient. Mais ce qui n'est pas acceptable en réalité, c'est quand on veut utiliser des arguments obscurantistes pour justifier un tel acte. Moi, j'aurais dit, et je l'ai dit à M. Boissa lors de l'appel, que en réalité, si j'avais un conseil à donner à Moukani Iwangou, c'était simplement qu'il aille devant les Gabonais. Qu'il aille devant les Gabonais et leur dire, écoutez, chers amis, j'ai fait ma part. J'ai vu que ce qu'on a essayé n'a pas marché. Bon, écoutez, je suis fatigué. On ne mange pas que la politique. Je fais ça depuis un moment, mais je crois que moi, je vais devoir rejoindre Ali Bongo parce qu'il faut bien que je nourrisse ma famille. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, vous m'excuserez bien. Je vous souhaite bon vent pour ceux qui continuent à faire de l'opposition, mais vous comprenez très bien qu'une fois que je suis dans le système, je ne peux plus véritablement prétendre à ce titre d'opposant. Je laisse donc ça aux autres, bon vent, mais moi, il faut bien que je mange. Et donc, voilà, on a soutenu Ping, on a fait ceci. Bon, ça n'a pas marché. Ce n'est la faute de personne. Mais je crois qu'aujourd'hui, le temps pour moi est venu de mettre en parenthèse ces idées d'anti-bongo, parce que voilà, j'ai faim, je dois manger, comme tout le monde.
Et voilà, et comme les Gabonais n'ont pas dans leur tradition de cotiser pour leur leader, puisqu'en réalité, ce serait là une vérité. Hein? En France comme aux États-Unis, ce ne sont pas les leaders qui financent leurs partis politiques. Donc, ce sont généralement des militants, des citoyens normaux qui cotisent et qui vous donnent en réalité l'argent qui permet de battre campagne. Et pour les partis politiques, les hommes politiques ont des salaires qui sont payés par leur parti. Et cet argent vient de l'argent cotisé par les militants. Donc c'est un boulot à temps plein, être chef d'un parti politique. Ce sont les citoyens qui cotisent et qui font donc acte de participation. Parce qu'ils ne veulent pas que leur leader soit financièrement fragile. Parce que la fragilité financière est finalement ce qui cause des actes comme ceux de Moukani. Hein, pour les gens qui n'ont pas de conviction suffisamment forte, comme M. Bongonossi, qui lui résiste depuis longtemps, il s'en fout. Il est pauvre, mais il continue. Tout le monde n'est pas mentalement fort. Donc vous comprenez que quand quelqu'un cède, c'est parfois parce que, bon, hein, les citoyens ne savent pas ce que c'est que cotiser. Donc ils ont des partis, mais personne ne cotise. On attend que l'argent vienne du leader. Mais donc quand le leader n'a pas d'argent, il n'y a rien qui se passe, le parti ne peut pas subsister. Et du coup, on peut comprendre ce qui peut amener quelqu'un comme Moukani à dire, bon écoutez, puisque d'un côté les militants ne cotisent pas, le parti ne me nourrit pas, comme ça se fait en France, je n'ai que moi-même pour subsister, et Ali Bongo m'offre un poste de ministre, bon j'y vais. Et je crois que si Moukani et Ouangou s'arrêtent à ça, ne nous amène pas dans les contorsions du stylo, c'est pour les Gabonais que je le fais, oh c'est par stratégie, ou je ne sais pas quoi. Tout ça, j'ai dit à M. Boissa, ça ne tient pas la route, c'est incohérent. Ces arguments-là, il ne faut pas les faire devant les Gabonais intelligents, parce que quelque part vous insultez leur intelligence. Ne contorsionnez pas ce qui est simple. Restez droit et sincère. Et vous verrez que des gens comme moi n'aurez rien à dire puisque vous êtes sincère. Quand vous dites la vérité, on dit que faut avouer à moitié pardonner. Si vous dites la vérité, c'est pour moi-même, mon ventre. Il faut que je nourrisse mes enfants. Les Gabonais le comprendront. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est contorsionner la vérité un peu comme M. Ouangou l'a fait dans sa déclaration. Je vais donc en venir à cette déclaration de M. Ouangou, puisqu'il faut en parler. La première chose est que M. Ouangou a donné comme argument, et je crois que son parti, selon une déclaration postée par M. Boissa, semblait avoir cautionné cette interprétation bizarroïde, selon laquelle, parce qu'il y avait un vide institutionnel au Gabon, ça justifiait qu'il rentre au gouvernement parce qu'il n'y avait plus de majorité ni d'opposition, et il citait comme exemple la France. Bon, enfin, Monsieur Moukani, quand même, vous aussi, n'insultez pas l'intelligence des Gabonais. D'abord, quelle France? Vous avez cité la France en exemple, mais vous avez oublié de dire aux Gabonais que la France est malgré tout une démocratie dans laquelle un soi-disant opposant qui serait rentré au gouvernement aurait l'espoir, s'il redevenait opposant demain, d'être élu librement par le peuple français, dont le vote compte quand même. Mais dans votre Gabon à vous, imaginons que demain, vous sortiez avec de grandes fortunes. Mais ce que vous avez vécu en 2016 ne va pas changer, surtout pas maintenant que le système Bongo a renforcé les pouvoirs de fraude d'Ali Bongo. Donc cet argument n'a pas de sens parce que déjà la France, ce n'est pas le Gabon. Vous rejoignez Ali Bongo pour ce que vous appelez un vide institutionnel. Mais les autres en France, ils n'ont pas rejoint Macron dans le cadre d'un vide institutionnel. Ils ont rejoint Macron dans un cadre démocratique où Macron a gagné une élection libre dans laquelle chaque Français s'est exprimé. Macron devenant à partir de là la volonté suprême du peuple. Donc quand des opposants, comme vous les avez appelés, entrent dans ce système, déjà, ça ne nie pas le clivage, attention. Ça ne nie pas le clivage. Dès lors que tout le monde n'y est pas rentré, il y a toujours forcément une opposition. Le problème, c'est que vous,
contrairement à ceux qui ont adhéré au programme de Macron, vous rentrez dans le système d'Ali Bongo, dans un cadre où personne ne reconnaît la victoire d'Ali Bongo. Ça veut donc dire que vous cautionnez les fraudes qui ont amené Ali Bongo là. Et si ce que vous nous en avez dit au travers de votre haut juridisme de l'époque, si ce que vous nous en avez dit, sauf si vous déniez aujourd'hui, vous pouvez certainement dire que tout ce que vous aviez dit c'était du pipeau, ça ne valait rien, vos arguments juridiques de l'époque. Mais si nous on s'en tient encore à ces arguments que nous croyions vrais, Ali Bongo est forcément illégitime, il ne mérite pas d'être là, donc vous adhérez à une forme d'illégitimité qui remet donc en doute votre sincérité. Mais il y a pire. Quand vous dites qu'il y a vide institutionnel, vous dites il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Enfin, monsieur Moukanyi Wangou, on n'est pas sur la planète Mars quand même. On n'est pas sur la planète Mars. Moi, Mengara, j'estime que je suis toujours de l'opposition. Où est-ce que ça a été décrété? Ça a été décrété où? Il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. Sauf si vous avez refait la constitution gabonaise autrement. Parce que, pour moi, la seule chose qui consacrerait le vide institutionnel serait l'annulation de la constitution gabonaise. C'est-à-dire que Ali Bongo devrait proclamer une sorte d'état martial ou j'en sais rien, qui suspendrait la constitution. Mais cette constitution, tant qu'elle est là, elle dit encore que le Gabon est un système multipartiste, avec une opposition, donc la possibilité d'élection, même tronquée comme on le sait, mais quand même autorisant la possibilité de l'existence constitutionnelle d'une opposition. Et en réalité, quand il y a un seul Gabonais dans notre pays, opposé à Ali Bongo, il existe une opposition par ce Gabonais-là, puisque la constitution en vigueur le permet. Je ne sais pas de quel droit vous nous parlez maintenant, chers compatriotes, mais il me semble que là, il y a un problème. Vous décrétez comme ça qu'il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. Sur la base de quoi? De quel droit, de quelle loi qui a été votée entre-temps? Ou est-ce que vous êtes déjà, à peine entré au gouvernement, en train de concocter des lois abstraites, illusionnées, qui découlent de je ne sais pas quelle construction mentale, et qui font qu'aujourd'hui, vous nous disiez en fait que la constitution du Gabon est suspendue. Bon, décrétez-le ouvertement alors. Et le pire, c'est qu'après cela, vous vous retournez pour dire, bon, un journaliste vous pose la question, mais monsieur Wangou, qu'est-ce qu'on fait des prisonniers politiques? Et vous donnez une explication bizarre qui dit, oh, au Gabon, vous savez, il y a une distinction entre, vous avez dit quoi? Le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Donc, en tant que membre de l'exécutif, il ne m'appartient plus de mettre ma bouche dans les affaires du judiciaire. Mais monsieur Wangou, vous venez à peine de nous dire qu'il y a un vide constitutionnel, qui est institutionnel. Bon sang, hein? Vous venez à peine de nous dire, dans la phrase d'avant, qu'il y a au Gabon un vide institutionnel. Mais s'il y a vide, il n'y a plus de clivage entre exécutif, judiciaire, ou je n'en sais rien. Donc, techniquement, vous êtes dans la jungle, là. Vous êtes dans un chaos institutionnel. Quand il n'y a pas, n'est-ce pas, de balance des pouvoirs, mon Dieu. Vous-même, vous dites que cette balance n'existe plus, donc il n'y a plus de majorité d'opposition. Donc, techniquement, vous ne faites plus de distinction entre exécutif et judiciaire. Donc, oui, techniquement, vous êtes tout en même temps. Vous devriez donc être à la fois l'exécutif, le judiciaire, le législatif. Vous devriez vous préoccuper de la question des prisonniers, puisque vous êtes dans le chaos, dans la jungle. En réalité, il n'y a rien dans un cadre de vide institutionnel qui vous empêche de critiquer Ali Bongo, de l'injurier même aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas d'institution, il n'y a pas à respecter l'exécutif, puisque quelque part, tout va dans tous les sens. Vous comprenez donc? Moi, j'ai l'impression que, à peine entré au gouvernement,
Votre langue n'arrive plus à manier le droit, monsieur Moukanyi Ouangou. Le droit, bizarrement, la langue devient lourde hein, quand on devient ministre d'État, apparemment. Hein? Je ne comprends plus, là, le grand Moukanyi, le grand juriste. Hein? Le grand juriste. Je ne le reconnais plus, là. Tout d'un coup, le droit s'échappe, là, de la bouche, un peu de manière brouillonne, embrouillée, là. Je ne comprends plus rien. Et bizarrement, votre compère André Boissa voudrait qu'on vous considère comme une sorte d'îlot qui va être dans le gouvernement. Oh, on doit attendre de voir comment Moukanyi va fonctionner avant de se prononcer. Mais enfin, donc, quand on juge les affaires gouvernementales, on va dire, oh, Moukanyi, c'est une sorte d'îlot, là, on n'y touche pas, on ne juge que le reste. Mais bon sang, vous êtes dans un gouvernement où vous-même vous dites l'exécutif qui est Ali Bongo, a priori, puisque c'est lui qui en commandite la politique. Mais vous allez faire la volonté d'Ali Bongo dans l'exécutif. Sauf si vous faites comme Moubamba, puisque Moubamba, lui, il a au moins essayé de dire, bon, écoutez, je suis là, mais attention, et on l'a viré. Peut-être que dans 2 semaines, on vous virera. Hein? Mais pour le moment, il me semble que la manière dont vous commencez à interpréter le droit là, la langue commence à bafouiller là, hein? Ce n'est plus la même langue, elle devient très lourde tout d'un coup. La bouche est peut-être un peu trop pleine maintenant, monsieur Iwangu, hein? Les bongocéphales là. Ça fait parfois que la langue ne marche plus bien, là. Hein? Ce juridisme qu'on vous reconnaît se perd, là, tout d'un coup. Moi, je ne suis qu'un littéraire, hein? Attention. Le droit, pour moi, bon, c'est pas mon domaine. Mais là, je crois qu'il y a une contradiction flagrante hein, qui s'installe. Votre affaire de vide institutionnel est contredite par vous-même. Quand vous dites observer la séparation entre l'exécutif et le judiciaire. Donc, pour vous, un ministre de Gabonais n'a pas le droit de parler de prisonniers politiques. Mais enfin, je ne sais pas dans quel pays vous vivez. En fait, c'est quoi cette mentalité bizarre? Mais on n'a pas dit que parce que vous êtes ministre, ça doit vous enlever une qualité de citoyen. La qualité de citoyen, c'est-à-dire que cette identité suprême, cette citoyenneté, elle est primordiale. C'est le premier élément de votre existence en tant qu'individu. Vous êtes d'abord citoyen avant d'être ministre. Parce que ministre est un statut passager, mais l'idée citoyenne, qui doit faire que même vous, du côté, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, vous sentiez solidaire de l'action gouvernementale. Je ne sais pas dans quel pays on va commencer à segmenter pour dire, oh, parce qu'on est ministre de l'enseignement, si y a des crimes qui sont commis par le ministre de la Justice ou je ne sais pas quoi, ces crimes-là, on doit les laisser faire parce que ce ministre-là ne peut pas se prononcer dessus parce que ça ne le regarde pas. Il y a des pays où on démissionne, où on renonce, où on condamne. Dans les grandes démocraties, les ministres parfois contredisent l'action du gouvernement quand ils ne partagent pas ces actes-là. Or, votre langue commence à bafouer. Oh, ce n'est pas mon affaire. Donc, ah bon, vous allez laisser des gens que même vous-même vous avez contribué à envoyer en prison, puisque vous leur avez fait croire que le changement arrivait, que cette élection à laquelle beaucoup d'entre vous ont cru allait libérer le pays des Bongos. Ces gens se retrouvant en prison, en partie à cause de vous, monsieur Iwangu. Vous dites aujourd'hui que oh, ce n'est plus votre affaire. Donc le statut de ministre vous empêche désormais d'être citoyen, préoccupé par les actes humanitaires. Donc demain, quand vous mettrez des étudiants en prison parce qu'ils auront osé protester, parce qu'il faudra s'y attendre, quand il y aura des grèves à l'université, je suis sûr que les étudiants seront parfois emprisonnés. Mais pour vous, vous allez dire, ah non, c'est pas mon affaire, ça relève du judiciaire. Et pourtant, vous êtes ministre de l'enseignement supérieur, c'est votre domaine. Donc pour vous, dans votre tête, le juridisme ne peut plus faire la connexion entre le fait que c'est votre département ministériel, mais que l'arrestation que subiraient des étudiants, même quand c'est transféré dans le domaine du judiciaire, ça relève toujours de votre portefeuille. Vous n'allez pas dire, oh, je ne m'en préoccupe pas parce que la question des prisonniers, qu'ils soient politiques ou autres, c'est l'affaire du judiciaire.
pas de l'exécutif. Ah bon, c'est comme maintenant comme ça qu'un pays fonctionne? Mon Dieu, je comprends finalement pourquoi vous rejoignez Ali Bongo. Vous pensez comme Ali Bongo, vous pensez comme les Bongo. Vous êtes un bongoïste avéré, monsieur Moukanyi Ouangou. C'est honteux. J'ai aujourd'hui honte d'avoir serré votre main, sincèrement. J'ai honte aujourd'hui, je le dis bien, honte d'avoir un jour serré votre main, mon Dieu. Quelle souillure, Seigneur. Ça me donne des frissons. C'est comme ça que le bongoïsme a meurtri le peuple gabonais par ses raisonnements obscurantistes. Et moi, ça me dépasse. Donc, ne faites pas de confusion entre la France et le Gabon, s'il vous plaît. Généralement, quand des membres de l'opposition rejoignent un gouvernement, on va dire d'union nationale ou de réconciliation, c'est généralement parce qu'il a été négocié une entente, un consensus citoyen autour des paramètres les mieux partagés. Je donne pour exemple, imaginons que le forum qu'a organisé Ali Bongo ait été réellement un forum du consensus et que tout ce qui a émané de là ait pu accorder les Gabonais pour dire, écoutez, bon, on n'a peut-être pas chassé Ali Bongo, mais bon, comme la réforme a été quand même obtenue, on a maintenant au moins la garantie que la démocratie peut s'appliquer et qu'à la prochaine élection, par exemple, on est sûr que l'opposition peut gagner parce que les paramètres qui faisaient qu'Ali Bongo maîtrise le système électoral n'existent plus. La justice a été rendue indépendante, la Cour constitutionnelle a été rendue indépendante, la commission électorale a été rendue indépendante. En fait, toutes les institutions qui participent à la formalisation des résultats ont été plus ou moins détachées du contrôle d'Ali Bongo. On aurait pu encore se dire, bon écoutez, dans ce cadre de réconciliation, il n'y a plus rien à dire, allons donner une dernière chance. Bon, Ali Bongo peut rester là, mais nous savons que la nouvelle constitution, les nouvelles institutions font quand même que ça ne sera plus comme avant, et nous avons la garantie qu'il sera parti la prochaine fois, parce que les Gabonais vont forcément le bouter hors de là par le vote. Bon, même moi, Mengara, radical comme je suis, j'aurais quand même pu ajuster ma pensée à cette réalité pour dire, bon écoutez, puisque nous avons au moins cette garantie, on va patienter jusqu'à la prochaine élection. Oui, ça aurait pu commencer par ces législatives, où ayant cette garantie, on aurait pu dire, bon on y va puisqu'on va pouvoir les gagner, parce que le système n'a plus le contrôle sur l'élection. Et puis aux prochaines présidentielles, on pouvait encore y aller avec la certitude que Ali Bongo allait perdre, puisque les Gabonais lui ont démontré en 2016 qu'ils n'en voulaient pas. Il a été sous le choc par ce rejet massif des Gabonais. Mais vous, monsieur Moukanyi, sans qu'il n'y ait eu ces paramètres de réconciliation, vous rejoignez Ali Bongo. Et dans un cadre que vous appelez vous-même vide institutionnel, vous le rejoignez quand même. Mais qu'est-ce qui a été négocié? Il n'y a pas là une entente d'opposition, de toute l'opposition avec le régime. Donc, quand vous y entrez là, ce n'est pas au nom de l'opposition. Vous y entrez au titre bien personnel de Moukanyi et Ouangou. Et j'estime que votre discours politique doit refléter cela. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la sincérité. Je ne vous condamne pas d'avoir fait le geste en lui-même. C'est votre choix. Ce que moi, je pourrais condamner en tant que citoyen gabonais, c'est qu'on me dise que votre acte est un acte de patriote préoccupé par l'intérêt des Gabonais. Je dis non. À ce moment-là, si vous me le dites, je dis vous me mentez, vous m'insultez. Et donc, dès lors que vous reconnaissez que vous y êtes entré pour vous-même, je crois qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas pour le Gabon, ce n'est pas pour l'opposition, c'est pour vous-même. Et j'ai trouvé qu'il y avait une autre forme d'enfantillage dans votre discours. J'ai cru entendre là-dedans que vous disiez que, oh, comme vous laissiez entendre pratiquement que, oh, parce que Jean Ping a échoué, voilà, on attend encore quoi? Donc il vaut mieux, voilà. Donc je dis non, monsieur Moukanyi Ouangou, c'est presque un raisonnement d'enfant là. J'ai pas cru, enfin, je n'y ai pas cru quand j'ai entendu ça de vous. Voulez-vous me dire que toute votre opposition était basée sur Jean Ping? Que vous ne vous opposiez que parce que Jean Ping vous laissait entrevoir la possibilité de gagner? Mais bon sang,
Que diraient des gens comme M. Bongonossi et d'autres qui ont perdu des élections? Je voudrais même parler de votre mentor, Pierre Mamboundou, qui a perdu élection après élection, même si on sait qu'en fait, il les a toutes gagnées, mais que les Bongos, les lions ont tout arraché. Qu'aurait-il dit de ce que vous dites là? Oh, comme Jean Ping n'a pas... voilà, on va encore faire comment? Mais non, ça c'est des comportements inacceptables. Mais enfin, vous ne faites pas une opposition par rapport à Jean Ping, c'est d'abord vos convictions. Jean Ping n'est qu'une étape. Une étape comme l'a été l'époque de Mba Bossel. Mba Bossel était une étape en 93. Pierre Mamboundou était une étape en 98. Pierre Mamboundou était une étape en 99. En 2005. Mbobam était une étape en 2009. Tout comme Jean Ping n'a été qu'une étape en 2016. Ce sont ce qu'on appelle dans une guerre des batailles. On a perdu ces batailles, mais la guerre n'est pas perdue. Tant que les Bongos sont là, il y a une guerre et cette guerre doit perdurer. Mais si nous tous, nous décidons que bon, à chaque étape, il faut aller rejoindre Ali Bongo, mais enfin, nous condamnons tout ce pays à la mort lente. Or, nous savons que les régimes ne changent que dans la tension, mon Dieu. Il n'y a que la tension qui change des régimes. C'est un mensonge de faire croire qu'en fait, cette vieille théorie-là qui consiste à dire oh, si on est gentil avec Ali Bongo ou si on accepte de discuter, on va y arriver. Mais non, ça n'a pas marché, mon Dieu, ça ne marche pas déjà depuis 90. Nous parlons là maintenant de 28 ans, bientôt 30 ans, que cette fausse théorie ne marche pas, tout comme les fausses théories électoralistes ne marcheront jamais. Ceux qui ont même fait croire encore en 2016 que, concomitance, on peut organiser la révolution, même si on va aux élections, blablabla. Tout ça vous a déjà montré que même cette théorie de l'électoralisme ne marche pas non plus. Parce que tant que, aux stratégies qui sont adoptées, il n'est pas incorporé l'élément tension, l'élément révolutionnaire, l'élément insurrectionnel, qui voudrait que l'opposition s'organise pour la permanence, je dis bien la permanence, de la révolte dans les rues du Gabon, tant que les conditions de cette tension permanente-là ne sont pas réunies, Ali Bongo ne partira pas. Mais quelle honte, mon Dieu, que de dire que, oh, j'étais là comme un petit gamin, bon, comme Jean Ping, bon, a raté, bon, je m'en vais chez Ali Bongo. Un peu de maturité, quand même. Est-ce que c'est parce que l'opposition a échoué qu'on doit automatiquement aller se jeter dans les bras d'Ali Bongo? Est-ce que c'est parce que Jean Ping a perdu l'élection ou plutôt s'est laissé voler le vote? Que nous autres, on doit dire, oh, comme Jean Ping, machin, on va aller rejoindre Ali Bongo. Vous voyez, moi je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je considère que Jean Ping, sa perte là, sous nos propres yeux, était prévisible. Donc ça ne m'a pas étonné puisque j'en avais parlé avant l'élection. Donc pour moi, ce n'était pas un problème. Je continuais donc mon opposition sans tenir compte de Jean Ping. Et c'est peut-être ce qui a confondu votre ami André Boissat. Peut-être que quand il a vu que Mengara ne s'exprimait pas depuis 2016 pratiquement, il s'est dit, oh, peut-être que Mengara aussi est fatigué. Et donc, si je vais dire qu'il soutient l'acte de Yuangou, il va aimer parce que lui aussi est dans cet abandon. Mais non, moi, je n'abandonne pas. Mon silence est un silence d'introspection. Justement, dans le cadre de mon opposition, j'ai estimé simplement que, il fallait laisser le temps parler. Pour justement que des gens comme Okanye Wangou montrent leur vraie couleur. Ces vérités-là, c'était prévisible. Le temps fait simplement son travail d'élagage. J'ai laissé le temps faire son travail. Mais mon silence est ce qu'on appelle une introspection. Un peu comme quand on dit reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire, après chaque défaite, vous devez analyser, ça fait maintenant quand même 28 ans
de recul que nous avons, cette perspective-là historique, j'allais dire, situation nous permet une sorte d'analyse rétrospective qui nous donne l'opportunité avec le recul de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et d'en tirer les leçons pour l'avenir, pour une meilleure forme de combat. Et je crois qu'après 2016, toute personne qui dirait aujourd'hui que l'idée d'une insurrection n'est pas bonne, je crois qu'elle nous insulte tous. Parce que s'il y a encore des gens au Gabon à penser aujourd'hui que, comme on en voit désormais dire qu'il faut aller à l'élection, que l'élection peut libérer le Gabon, je crois que ces gens-là, ils nous insultent. Moi, j'estime aujourd'hui que si quelqu'un vient me dire, Mengara, il vaut mieux aller aux élections législatives, cette personne m'insulte, elle insulte mon intelligence. Des gens comme ça, il faut les chasser de chez vous avec des baffes sur la tête, sincèrement. Ils vous insultent. Hein? À peine venons-nous de voir sous nos propres yeux une élection perdue sous nos yeux, avec les preuves. Parce que ce qui a fait de 2016 une année exceptionnelle est que, pour une fois, toute la fraude qu'on soupçonnait des Bongos, mais dont on n'avait pas la preuve, elle s'est passée sous nos yeux. Pour une fois, le régime lui-même a reconnu avoir perdu 7 provinces sur 9. Dans la diaspora, il n'y a pas eu de dispute. Ils ont reconnu avoir tout perdu. Mais nous savions que la manigance qui a été faite au Haut-Ogooué ne trompe personne. Quand ils l'ont faite, on l'a vu sous nos yeux. Bon, il se trouve que ceux qui ont dit qu'ils allaient défendre le vote des Gabonais ne l'ont pas fait. Mais ça n'enlève pas, malgré tout, qu'il n'y a aucune manière de conclure qu'Ali Bongo aurait gagné cette élection. Parce que la fraude était évidente. On pouvait la calculer. L'Union européenne l'a calculée. Tout le monde l'a vu. Puisque l'Union européenne a conclu que ce qui s'est passé au Haut-Ogooué est de nature à remettre en doute la sincérité du résultat. Et qu'il fallait qu'Ali Bongo explique son équation du Haut-Ogooué, où pratiquement tout le monde a voté, où pratiquement il s'est arrogé tout le vote du Haut-Ogooué pour se donner une victoire de 6000 voix. Vous voyez bien que cette mathématique-là ne marchait pas. Même si après, c'est vrai, ils ont un peu adouci les taux du Haut-Ogooué, mais vous ont dribblé pour aller maintenant annuler au niveau de l'estuaire, pour finalement conclure que bon, blablabla, un peu comme vous avez vu cette concoction avec la Cour constitutionnelle. Ben voilà. Et c'est ce qui m'étonne parce que dans un contexte où les institutions sont plus que jamais dans les mains d'Ali Bongo. Ali Bongo est désormais un monarque au Gabon. Avec toujours sa Madeleine Mboranzo, belle-mère, toujours à la Cour constitutionnelle. Alors que la situation est pire qu'en 2016. On nous dit aujourd'hui qu'il faut aller aux législatives. Sur la base de quoi? Oh, blablabla. Mais c'est insensé. Si la situation est pire, comment est-ce que vous pouvez donner comme justification l'idée que cette fois, on va gagner l'élection? Mais la législative est même pire parce que malheureusement, ce qui fait de l'élection présidentielle une élection spéciale, c'est qu'elle est nationale. Et donc, les sentiments, les émotions sont nationalisées. Et ça permet des mouvements nationaux. Les législatives sont dispersées, elles sont localisées. Et du coup, ça ne donne pas la même opportunité révolutionnaire qu'une élection présidentielle. Donc, il y a moins de chances en réalité d'obtenir gain de cause au travers des élections législatives qui sont tellement décentralisées que ça permet encore pire, des magouilles encore pires que les élections présidentielles. Et on nous dit aujourd'hui que ouais, on est confiant qu'on peut gagner une élection législative au Gabon. Mon œil. Mais on prend les gens pour qui? Et c'est ça, j'allais dire, les fausses alternatives qu'on donne aux Gabonais. On leur donne de faux choix. En réalité, le comportement de Moukani Iwangou nous donne ce faux choix-là. Parce que dans sa tête, ou dans la tête de ceux qui le soutiennent, il n'y a qu'une seule possibilité. Ou plutôt, on a deux possibilités. Et les deux sont, 1, rejoindre Ali Bongo, et 2, rejoindre Ali Bongo. Il n'y a pas d'autres options là. Mais un combattant ne réfléchit pas comme ça. Un combattant dit, je n'ai qu'une alternative, rejoindre Ali Bongo ou continuer le combat. Et continuer le combat est en fait simple, parce qu'aujourd'hui, s'il est clair qu'on ne pourra jamais obtenir, comme je l'ai toujours dit, mes chers amis, de changement au Gabon, ni par le miracle de Jésus-Christ, ni parce que la Vierge Marie sera descendue sur terre
pour dire à Ali Bongo, tiens mon fils, dégage de là. Encore moins les Martiens. Les Martiens ne viendront pas de la planète Mars hein, pour nous libérer. Comme je l'ai toujours dit, le changement au Gabon ne viendra pas par la bonne volonté des Bongos. On l'a vu en 2016 et dans le faux dialogue qu'il y a eu par la suite. Parce que les Bongos sont fossilisés dans la mécréance. Ce sont des brigands. Mais les brigands ne comprennent que le langage de voyous. Et une opposition qui veut rétorquer à cette situation ne peut que s'organiser en voyous. Ça veut donc dire que la fausse alternative qui consiste à dire que, oh, comme on a perdu, oh, il vaut maintenant, c'est en réalité une manière d'accommoder, de consolider le régime d'Ali Bongo, de le renforcer. Par contre, ce qu'il faudrait plutôt, c'est la tension. Une tension qui voudrait qu'on refuse tout ce qui est proposé par Ali Bongo, qu'on l'isole un peu plus et que l'opposition s'organise pour tout bloquer. En réalité, si aujourd'hui il y avait une attitude à observer, et je reviendrai dessus lors de ma rentrée politique, parce que là je n'interviens que parce que j'y ai été forcé, mais j'allais faire une rentrée politique en bonne et due forme, où j'allais retracer les paramètres de ce combat, et je le ferai. Mais je puis déjà vous dire que les faux choix qu'on nous donne, qui nous disent simplement que le seul choix, en fait, les deux choix qui nous restent, ne constituent que des choix de ralliement à Ali Bongo, ce sont des faux choix. La réalité est plutôt que s'agissant par exemple des élections législatives, les gens parlent de boycott, machin. Mais non, qui parle de boycott? Le problème c'est que aujourd'hui il y a deux situations qui ne sont pas intéressantes pour les Gabonais. Vous faites le boycott, vous laissez le champ libre à Ali Bongo, il gagne donc, vous perdez toujours. Vous participez, vous validez la victoire et la faute d'Ali Bongo, donc vous perdez toujours, mais la différence est simplement que vous validez cette victoire par votre participation. Vous aurez quelques postes de députés qu'on vous donnera ici, mais vous n'aurez jamais la majorité pour contrôler le système. Ce n'est pas possible. Donc, comprenez que dans cette équation, le boycott n'est pas intéressant et la participation non plus n'est pas intéressante. Mais ne nous dites pas qu'il n'y a que ces deux possibilités, parce que ce serait faux, ce serait un mensonge. Il reste toujours la troisième possibilité qui est celle du blocage. Rien n'interdit à l'opposition, rien n'a interdit à l'opposition en 2016, avant l'élection, de bloquer le pays. Et quand je dis bloquer le pays, je parle d'organiser le type de désordre insurrectionnel qui bloquerait le pays et pousserait peut-être finalement à une véritable négociation de la démocratie gabonaise. Ça veut dire quoi? Même quand vous ne chassez pas Ali Bongo, le simple fait de résoudre ce type de crise vous amène à de meilleurs résultats que quand vous essayez de dire « Oh, on a perdu, allons parler parce qu'il n'y a pas d'autre choix ». Il y a toujours le choix de bloquer le pays. Ce choix existe à tout moment. Il n'attend pas l'élection, il peut se passer à tout moment. Une opposition organisée pour bloquer le pays peut le faire à tout moment. Au Burkina Faso, ils n'ont pas attendu l'élection ou quoi que ce soit. Ali Bongo a eu, Compaoré a décidé à un moment d'organiser ce coup d'État constitutionnel en voulant modifier un article qui allait lui permettre évidemment de rester encore là et blablabla. Le peuple burkinabé s'est organisé pour bloquer le pays. Et par ce blocage, ça a pris une semaine, vous aussi, une petite semaine, pour chasser un dictateur militaire comme Compaoré. Parce qu'à un moment, la situation était impossible. Il n'avait à ce moment que le choix entre un massacre massif de la population. Alors comment on massacre 1 million de personnes dans la capitale? Ou abandonner parce que la situation était devenue impossible. Donc nous, on abandonne toujours quand on est au seuil de la possibilité d'acculer les Bongos. On ne veut jamais risquer. On avance, on fait semblant et puis on recule. Mais dans ce recul, vous laissez le terrain à Ali Bongo. Je reviendrai dessus. Mais l'idée c'est qu'aujourd'hui, il y a 3 choix. Les 3 choix sont clairs. Boycott. Mais techniquement, des gens bien pensants ne vont pas recommander le boycott parce que, comme vous l'avez parfois argumenté, le boycott consiste à laisser le champ libre à l'adversaire. Vous ne voulez pas le faire. Les Bongos n'ont honte de rien. Vous boycottez, ils prennent tous les postes comme ils ont fait en 2011 et puis ils sablent le champagne. Tant pis. Donc vous ne voulez jamais faire ça.
Mais vous ne voulez pas non plus participer. Il ne faut pas participer parce que la participation aboutit au même résultat qu'au boycott. Vous consolidez simplement une illusion, l'illusion de démocratie qu'Ali Bongo veut donner à la communauté internationale pour dire, ouais, oh, on a eu une élection, ça s'est bien passé. Vous voyez, l'opposition a quand même 20 postes. 20 postes, c'est mieux que les 3 qu'ils avaient avant. Donc, vous voyez, il y a du progrès démocratique au Gabon. Mais non, ce n'est que de l'illusion puisque Ali Bongo, comme vous avez vu, que vous gagnez avec 100 voix ou 2000 voix ou 10 000 voix ou 20 000 voix, ça ne fait aucune différence. Tant qu'il peut démontrer que ouais, l'opposition a progressé, mais nous sommes toujours majoritaires au PDG, basta, la situation s'arrête là. Oui, les quelques députés vont manger, mais le sort du reste des Gabonais n'aura pas évolué et nous aurons encore donc jusqu'en 2023 pour simplement subir. Et nous subirons, pas parce que c'était inévitable, mais simplement parce que certains, comme Mukani Iwangu, ont fait le choix de reculer là où il fallait en réalité avancer, rechercher de nouvelles formes d'opposition, en réalité se radicaliser ses positions pour pouvoir obtenir les résultats que nous voulons. Il y a encore des contentieux qui peuvent amener à des insurrections au Gabon. La question de l'acte de naissance d'Ali Bongo, elle reste entière, elle n'a pas encore été évacuée. La question de la fraude électorale de 2016, que nous tous nous savons réelle, ça n'a pas encore été évacué. Parce que moi, je ne suis pas pingouin, mais je défends l'idée du vote gabonais. Et j'estime que, comme en 93, comme en 98, comme en 2005, comme en 2009, comme en 2016, nous sommes exactement dans la même situation. Omar Bongo était dans une situation d'illégitimité, Ali Bongo est dans une situation d'illégitimité. Donc, la question de son acte de naissance reste entière. Pas nécessairement, parce que la question de venir du Biafra, là, bon, celle-là, elle ne m'intéresse pas, parce que c'est une question qui ferait que, imaginons un cadre où la maman d'Ali Bongo se plierait de manière très objective à un test d'ADN. Imaginez à un moment qu'on nous prouve qu'effectivement c'est sa maman. Bon, ce n'est pas le cas puisque les rumeurs disent que non. Mais imaginons que ça soit sa maman. Bon, elle peut l'établir réellement dans un cadre objectif et incontournable. Que bon, elle est effectivement sa maman. Vous voyez, une fois que c'est prouvé, cet argument d'enfant venu du Biafra peut nous échapper. Mais ce qui, par contre, ne peut pas nous échapper, c'est le côté légaliste qui fait que Ali Bongo ait utilisé des faux pour valider sa candidature. Puisqu'au Gabon, on invaliderait la candidature de quelqu'un qui aurait essayé de soumettre des faux. Alors, quelqu'un qui a 4 actes de naissance qui sont des faux n'aurait jamais dû être candidat. Donc, du coup, moi, je me base plutôt sur cet aspect légaliste pour dire, du moment que nous savons qu'il a fait usage de faux, c'est un crime contre l'État, contre le pays, contre la République, ça devrait faire qu'en réalité, on l'enlève de la manu militari. Ça veut donc dire que ces contentieux-là que beaucoup semblent avoir abandonnés, pour moi, ne sont pas abandonnés. La question de la DTE, destitution, transition, élection, n'est pas abandonnée. Et c'est sur cette base que nous, les radicaux, qui sommes dans ce qu'on appelle l'étape de réflexion, d'introspection, c'est sur ces paramètres que nous allons rebondir pour réorganiser ce qu'on appelle une opposition véritablement radicale dans ce pays et poursuivre ce combat d'une manière qui nous permettra de bouter les bongos du piédestal sur lequel ils se sont installés au détriment des peuples du Gabon. Donc, mes chers compatriotes, ces éléments que j'ai voulu aborder avec vous aujourd'hui m'ont permis de clarifier d'une certaine manière ma pensée. D'abord sur l'affaire Mukani Iwangu que je ne partage pas. J'ai essayé de clarifier pour vous les circonstances de ma gêne, de cette indignation que j'éprouve vis-à-vis du geste d'André Boissat, qui a osé comme ça vouloir me contaminer par association, en m'associant aux actes de Mukani Iwangu. Et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à vous parler et à vous dire ces petites vérités. Mais je dis, ces choses que j'ai dites sont des parenthèses, parce que je prépare ma rentrée politique. Cette rentrée politique va essayer,
au bout de l'introspection que je me suis imposée, au bout du silence politique que je me suis imposé, va me permettre de revenir avec pas de nouvelles idées, parce que la base idéologique est inchangée, elle est mathématiquement obligatoire. Les étapes qui amènent au changement au Gabon sont obligatoires. On ne peut pas y échapper, parce que ce n'est pas une spécificité gabonaise, c'est une affaire universelle. Les régimes de dictature ne chutent que sous tension, ne chutent que dans des cas d'opposition insurrectionnelle. Les régimes ne changent pas d'eux-mêmes. Dès lors qu'on comprend cette vérité, on sait que la solution se trouve uniquement dans l'organisation de l'insurrection. Maintenant, quand on le dit, ça ne veut pas dire que Mengara est le seul capable de le faire. Ce qu'on dit, c'est que c'est un passage obligé pour qui que ce soit qui serait sincère avec la donne politique gabonaise. Toute autre idée est à rejeter. Si quelqu'un vient vous dire qu'on est capable de gagner les élections législatives qui viennent, j'ai envie de vous dire, donnez-lui un coup de pied dans le fessier et chassez-lui de votre maison. Si vous êtes dans un village du Gabon et quelqu'un vient vous raconter que oh, je viens solliciter vos votes, dites, vous nous insultez, donnez-lui une baffe sur la tête et chassez-le de votre village, parce que c'est un menteur. Si ces gens-là de l'opposition étaient sérieux, vu que ces anciens PDG surtout ont les moyens, ils devraient plutôt s'organiser pour dire on va bloquer le pays. Il n'y aura pas d'élection au Gabon tant qu'Ali Bongo est au pouvoir. Ça veut donc dire que si Ali Bongo ne part pas, le pays, on le bloque. Et nous en avons les moyens. Ça ne demande pas du génie, ça ne demande pas Daniel Mengara. Ils sont capables de le faire puisqu'ils disent qu'ils ont les moyens. Mais moi, j'estime que les anciens PDGistes s'amusent avec les Gabonais. Parce qu'il faut déjà voir ces oppositions bizarres. Hein? Quelqu'un était président de l'Assemblée nationale. Même pas un an d'opposition, mon Dieu. Il vous dit déjà, allons discuter avec Ali Bongo. Donc, en réalité, voilà quelqu'un qui est sorti du perchoir de l'Assemblée pour venir, en réalité, semer le trouble dans l'opposition, disperser les énergies pour dire ensuite, oh, comme on a... Allons parler avec Ali Bongo. Même pas un an d'opposition. Mais alors, vous avez démissionné pourquoi? Dites-moi. Puisqu'il me semble que si vous démissionnez, c'est par principe. Vous avez proclamé des principes quand vous avez démissionné. La situation n'a pas changé. Au contraire, avec le résultat du faux dialogue qui a été organisé. Mais c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Mais vous voulez nous dire qu'après tout ça, il faut encore aller discuter avec Ali Bongo. Mais vous êtes sorti. Pourquoi il fallait rester dedans? Puisque vous ne semblez pas voir les principes sur lesquels vous avez pourtant déclaré votre opposition. Enfin, il y a une logique qui m'échappe. Non, mes chers compatriotes, la situation, elle est, à mon avis, clarifiée aujourd'hui. Parce que toute personne qui, même sans passer une année dans l'opposition, vous dit déjà que, bon, je suis sorti, mais bon, il faut repartir discuter avec Ali Bongo. Il vous dit quoi? Quel sera le résultat? Le résultat sera de négocier la reconnaissance d'Ali Bongo. Cet Ali Bongo qu'on a pourtant fustigé quand on est sorti. Et donc, on doit recomposer avec lui. Mais quelle honte! Donc, vous m'avez abandonné parce que je suis, voilà, dictateur, et maintenant vous revenez. Mais Ali Bongo vous rigolera au nez. Vous êtes quoi, finalement? Voilà pourquoi moi je dis, parfois, hein, bon, ces anciens PDGistes, c'est une malédiction pour le Gabon. Parce que c'est des gens qui sont en fait venus dans l'opposition pour noyer, embrouiller tout le monde. Ils savent que les Gabonais, malheureusement, bon, dès qu'on leur dit tel à l'argent, les gens vont y aller, tel à l'argent, voilà. Mais vous voyez, il y avait de l'argent. En 2009, Mbobam en avait. Ce n'est pas pour autant que le Gabon a changé. Jean Ping disait en avoir. Ce n'est pas pour autant que le Gabon a changé. Tous les autres là ont dit qu'ils avaient de l'argent. Ce n'est pas pour autant que le Gabon a changé. C'est qu'il manque quelque chose. L'argent est bien, est important, mais il n'est pas suffisant. Il faut beaucoup plus que cela. Et ça s'appelle simplement une stratégie d'opposition basée sur l'idée que il faut arracher le pouvoir des mains du régime. Mais on n'arrache pas le pouvoir des mains du régime en y allant. Parce que c'est fausse théorie, hein, que même André Boissa essaie de vous servir pour dire « Oh, il y a des gens voilà, dans d'autres pays qui étaient dans le gouvernement et qui sont devenus présidents. » Et puis on nous dit même que, vous voyez, il y a un argument qui dit « Mais vous voyez, Jean Ping, parce qu'il est sorti du régime, avec de l'argent, il a pu venir mobiliser dans l'opposition. » Je dis non.
Ça, c'est encore faire preuve de cécité mentale. Cet argument ne marche pas. D'abord, si vous voulez nous prendre des exemples comme au Sénégal, ou voilà, mais le Sénégal est reconnu quand même comme une petite démocratie quand même. Hein? Donc, un gars qui était dans l'opposition, dans le régime, quand il sort, il sait qu'il a ses chances d'être président ou je ne sais pas quoi, parce que le système est plus ou moins libre, permet au minimum l'élection d'un opposant. Le Gabon n'est pas à confondre avec le Sénégal. Donc ça, c'est un premier mensonge. Mais le deuxième mensonge, c'est celui qui a consisté pour André Boissat, par exemple, de dire que il ne faut pas avoir la mémoire courte. Des cas comme Jean Ping sont sortis, voilà. Mais seulement ce qu'André Boissat ne vous dit pas, c'est que non. Autant on connaît des cas d'hommes du régime devenus opposants, comme André Mbobam, comme Jean Ping, qui ont effectivement suscité l'espoir, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas véritablement encore eu de cas d'un opposant radical, reconnu radical au départ, qui serait rentré dans le système et serait ressorti radical pour conduire l'opposition. On n'a jamais eu ça au Gabon. Vous voyez, un Babosol est venu, opposant radical, il est rentré dans le régime, il est ressorti de là comme un légume. Il chantait maintenant Bongo Yé. Hein? Quand je l'ai rencontré en 2009, qu'est-ce qu'un Babosol ne me disait pas? Il me disait, mais monsieur Mengara, il ne faut pas être radical tous les jours. Parfois, il faut fermer le poing, mais il faut parfois aussi l'ouvrir. Fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Mais on voit là où c'est fermer, ouvrir aujourd'hui. Alors, on n'a pas d'exemple concret d'opposant radical. Parce que c'est ça, la perspective historique que le temps nous permet d'analyser. Il n'y a pas de cas avéré d'opposants radicaux entrés dans le système qui soient ressortis de là avec suffisamment de crédibilité pour venir conduire l'opposition. Et j'ai bien peur de le dire, Moukanyi Ouangou, aussi grand qu'il fut dans son approche du juridisme, on lui reconnaît ces qualités-là, intellectuelles. Mais intellectualité ne veut pas dire intelligence, attention. On lui reconnaît ses qualités intellectuelles. Mais son juridisme n'est pas suffisant pour expliquer des situations par lesquelles, par miracle, lui, qui n'est pas déjà d'une personnalité radicale, qui ferait qu'il puisse sortir de là avec des moyens pour dire maintenant, comme j'ai passé 10 ans au gouvernement avec Ali Bongo, j'ai maintenant suffisamment de moyens pour conduire l'opposition radicale. Ça, ce n'est pas possible. Il n'aura pas la même crédibilité que des gens comme Jean Ping ou d'autres qui, eux, étaient déjà du régime au départ. Donc, quand ils en sortent, ils donnent plus l'impression de s'en détacher parce qu'ils en faisaient vraiment partie dès le départ que des gens comme Moukanyi Ouangou, Mbabosol, qui seraient et qui ont été d'abord définis comme opposants radicaux, mais qui ont été dans le système et sont ressortis de là, mais dans un contexte où la crédibilité était perdue. Cette réalité, il faut la garder. Donc, rien ne montre que Ouangou ressortira de là avec cette aura qui va faire de lui le nouveau leader de l'opposition parce que simplement il était dans le régime. Donc, on ne peut pas comparer la situation de Jean Ping et d'André Mbobam à celle d'Iwangou. C'est très différent. Quand on rentre dans le système vous avale, vous fait perdre la crédibilité et vous en ressortez comme un chiffon. Je ne pense pas qu'Iwangou puisse par la suite devenir, et puis vous nous parlez de quoi là? Il va lui falloir combien d'années pour devenir riche, suffisamment riche pour devenir l'équivalent de Mbobam? Les Mbobam et les Jean Ping ont passé plus de 20 ans dans le système. C'est ce qui fait leur fortune. Lui, il passera quoi, 2 ans, 3 ans? Il sera toujours aussi pauvre que vous. Vous avez vu, Moubamba n'a même pas fait un an, on l'a vidé de là. Et où est sa fortune? Donc moi, j'estime que si vous rentrez dans ce système, vous êtes perdu. Vous ne servez plus à rien pour les Gabonais. Et la vérité est que tant qu'on n'a pas observé la possibilité d'un opposant radical de rentrer dans ce système et d'en revenir toujours radical, bon, j'ai des doutes sur la capacité d'Iwangou à ne pas s'empêcher de devenir un simple chantre du régime, puisqu'on le voit déjà. À peine rentré au gouvernement, Iwangou ne savait plus où était son droit. Il l'a cherché un peu partout, là, dans son discours. Le droit s'était échappé, hein, donc le juridisme ne venait plus naturellement.
la bouche pleine, faites du mal au droit, hein, je vous le jure, mes chers amis. Quand vous avez la bouche pleine des bongos sauf CFA, vous perdez votre droit, comme certains perdent leur latin. Et peut-être même perdent leur langue. Peut-être que dans 2 ans, notre frère ne parlera même plus d'autre langue que de la langue bongoïste. Mais moi, je préfère qu'on se dise la vérité maintenant. Le cas Iwangu ne devrait tromper personne. Et il ne sera certainement pas le seul. Mais cette donne ne devrait plus nous étonner. Voilà pourquoi je m'étais juré en fait de ne pas intervenir dans ce débat. Parce que c'était une perte de temps. Mais il se trouve qu'André Boissat m'y a forcé. Et voilà les conséquences. Mais je n'ai pas fini. J'avais promis à M. Boissat que tant que sa vidéo resterait sur Internet, à mentionner mon nom, je serais obligé pratiquement chaque semaine de parler du cas Iwangu. Et c'est la promesse que je fais. Si cette vidéo est toujours là, je reviendrai en force. Parce que là, je n'ai fait que, j'allais dire, explorer les contours de, on va dire, du revirement acrobatique de Mukanyi Iwangu par rapport à sa nomination. Je n'ai fait qu'effleurer les contours. Mais cette fois, je pourrais revenir la semaine prochaine, parler beaucoup plus profondément de ce que moi je sais de Mukanyi Iwangu et qui fait que je ne m'étonne pas aujourd'hui de ce qu'il a fait. Il y a tellement à dire de ce que moi je sais, qui pourrait peut-être clarifier pour certains ce revirement-là. Et donc, je dis à M. Boissat encore une fois, monsieur, vous et moi n'avons pas planté les choux ensemble. Je vous demande encore une fois de ôter mon nom de votre vidéo. Parce que tant que cette vidéo existera, il y aura peut-être un Gabonais quelque part qui ne verra pas la mienne, qui ne verra pas mes écrits, mais qui croira que ce que vous dites est réel. Que Mengara risque aussi peut-être de faire comme Iwangu, puisque c'est la tendance. Que Mengara aussi, en cautionnant cette affaire, est peut-être aussi en train de virer sa cutie. Que bientôt on entendra aussi que Mengara a rejoint Ali Bongo, puisqu'il cautionne ce que fait Mukanyi Iwangu. Vous voyez, cette ambiguïté que vous semez, qui m'incommode, qui représente un affront pour à ma dignité, à ma moralité, il faut en finir. Je n'ai pas voulu faire de Mukanyi un ennemi, j'ai voulu en faire un adversaire politique. Mais vous avez poussé Mukanyi et moi à devenir ennemis politiques. Donc, quelles que soient les conséquences de ce qui va arriver maintenant, M. Boissat, vous en portez prioritairement la responsabilité. Cette guéguerre que vous avez déclenchée va continuer tant que mon nom figure dans votre vidéo. Vous avez le choix, soit de l'enlever entièrement, puisque vous êtes en train de radoter dans tous les sens. Je suis sûr que vous pouvez faire une autre vidéo qui dira les mêmes conneries, mais sans toucher à mon nom. Surtout pas dans le sens qui consiste à valider. En politique, je suis un homme public, vous pouvez me mentionner, même en critique, vous pouvez me critiquer, ça ne me dérange pas. C'est de bonne guerre. Mais vous ne pouvez pas mentionner mon nom pour valider, justifier les tendances bongoïstes dans lesquelles vous êtes empêtrés aujourd'hui. Ça, jamais, je ne le permettrai pas. Donc, ça fait des moments que vous faites des vidéos dans tous les sens. Vous ne m'avez pas vu mettre ma bouche dedans, hein, comme on dit chez nous. Je suis resté, dans mon coin. Donc, je dis à M. Mukanyi Iwangu, je regrette, mais je n'ai pas, votre acolyte ne m'a laissé aucun choix. Vous pouvez le garder dans votre groupe, mais ce n'est pas un bon élément pour vous, je vous le dis déjà. C'est un arnaqueur, un malfrat, il ne vous fera que des problèmes, à mon avis. Mais, qui se ressemble, s'assemble, je n'ai rien à dire à ce niveau. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que ma dignité, ma personnalité, ma réputation soit ruinée par
cette association malsaine que l'homme a voulu faire entre vous et moi en faisant croire que je cautionnais votre revirement. Je ne le cautionne pas, je ne l'accepte pas. Tout simplement parce que je ne suis pas Mukanyi Iwangu, je n'habite pas à Akanda, je ne suis pas né à Mouila, je ne suis pas un ministre bongoïste, je ne cautionne pas le bongoïsme. Je m'appelle tout simplement Daniel Mengara. Je suis né, moi, dans un village, à Mivoul. Et je reste fermement, fondamentalement, incontournablement et inviolablement opposé au régime des Bongos et à tous ceux qui s'associent aux Bongos. Voilà mon sacerdoce, voilà mes convictions, voilà les motifs qui vont continuer à animer mon discours politique. Je vous remercie. Nyamuraya zama tro, so so yo yo mama zama saya zamo.